dire personne autiste, c'est un peu réducteur, ça signifie en quelque sorte qu'on est uniquement et seulement autiste, alors qu'avec autisme, c'est une partie de nous-mêmes, mais pas la totalité, pas la globalité. C'est intrinsèque à nous, mais on peut aller au-delà même de l'autisme. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Patrick Soulaille est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Salut votre mère. Oui, c'est la tradition et on peut démarrer Madame Soulaille. C'est exactement ça et pour septembre, elle m'a dit qu'elle va vous envoyer un petit message. Ah, j'espère que ça se mange. Ouais, exactement. Alors, je suis très au régime, donc je compte sur elle. C'est light. Notre invité aujourd'hui est Paul Elkarat. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes devenu, Paul, à 21 ans, le plus jeune champion de l'émission de télévision de TF1, les 12 coups de midi, avec 152 victoires, voilà. 5 mois d'émission et près de 700 000 euros de gains et de cadeaux. Ouais. Et un an après, vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre. Ça s'appelle « Ma 153e victoire », audition HarperCollins. Vous vous rendez compte que c'est la rentrée littéraire, oui. Qu'il y a énormément de livres qui sortent. Oui, il y a beaucoup de livres qui sortent. Il est sorti le 2 septembre. Ouais. Et que finalement, vous avez plus d'interviews que tous les gars de la rentrée littéraire, quasiment. C'est vrai qu'on me sollicite beaucoup sur différentes ondes, différentes radios, différentes interviews. C'est vrai que c'est assez varié, hein. Donc je suis quand même content d'être là pour pouvoir en parler. Ouais. Merci de m'accueillir en tout cas. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi vous suscitez de l'intérêt ? Je sais pas, ça doit être ma personnalité qui est attachante, touchante, je ne sais pas. Enfin, j'essaie de trouver des raisons à cet engouement vis-à-vis de moi. Donc, alors, il y a une question que tous les auditeurs de Beurre FM se posent, c'est de savoir comment elle vous est venue cette réplique. Vous savez, moi je suis comme Bouteflika, je suis sur mon fauteuil et je ne bouge pas. Ça vous est venu comment ça ? Vous l'aviez préparé avant ou c'est... Non, je l'ai pas du tout préparé. C'est sur le moment, on m'a dit, putain, il va rester un moment celui-là. Et puis, comme on parlait de Bouteflika, c'était l'actualité vis-à-vis des élections en Algérie. Je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de donner ma place. Et puis j'ai eu ce petit mot assez ironique, assez mordant, mais c'était de la pure invention sur le moment et c'était pour plaisanter. Et je pense que la majorité des Algériens ont plutôt bien apprécié. Je pense que c'était rigolo, amusant. Voilà. Alors avant vous, il y a eu un autre Elkarat célèbre, c'est Ali, votre père, qui est sportif de haut niveau, champion du monde du Maroc de 3000 mètres au steeple en 1904. Comment vous dites ? Steeple. Mais steeple, c'est un peu rigolo, mais bon, c'est vrai que le terme... Allez-y, la chasse est ouverte. Non, steeple, 3000 mètres steeple au Maroc en 89, champion du Maroc, ouais, et ensuite champion de France de cross country en 2006-2007. C'est vrai qu'il m'a donné le goût du sport, de l'athlétisme et du dépassement de soi et du mental d'acier. Donc je suis toujours content de faire partie de cette famille-là quand même qui est assez unie, même si ça a été assez compliqué, on va dire, dans la vie de tous les jours. Ça n'a pas été évident, surtout avec mon syndrome. C'est toujours quelque chose d'assez délicat à aborder et à vivre au quotidien. Ouais. Votre premier rapport avec le Maroc, ça a été traumatisant, vous racontez dans votre livre. Ouais, avec le Maroc, j'avais même pas 1 an et en fait c'était l'Aïd El-Kébir. Et en fait, ils ont sacrifié un mouton devant mes yeux et c'est vrai que c'était pas la meilleure des choses à faire vis-à-vis de moi. Et puis c'est un peu forgé mon image de protecteur des animaux, de sensibilisation à l'écologie, à la nature et j'aime trop ça pour faire du mal aux êtres vivants en fait. Donc, et à 1 an, vous vous en souvenez ? Ouais, à 1 an, ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Ça m'a tellement marqué, même à 1 an. Après, je me souviens pas de tous les trucs qui se sont passés, qui se sont déroulés quand j'étais tout jeune, mais c'est vrai que cette période-là a été assez marquante. Et quand je regarde les photos, je m'en souviens d'autant plus. Ouais. Votre grand-mère, elle est de Fès, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle s'appelle Ralia. Ouais. Elle venait de Fès, comme mon grand-père que je n'ai pas connu, Mohamed. Et c'est vrai que j'ai eu des bons rapports avec ma grand-mère. Elle était toujours contente de me voir. Et quand je la voyais, elle me disait Ah, lui, c'est un petit Européen, lui. Hein. Il manque un peu d'Afrique, lui. Donc, quand on le voit, hein, c'est vrai que j'ai pas nécessairement une tête d'arabe, une tête typée.
Après, on pourrait imaginer plein d'autres nationalités. Et c'est vrai aussi que je porte un prénom judéo-chrétien et non pas musulman. Ça ferait partie... Tu as un frère qui s'appelle Samy. Oui, Ouais. mon frère s'appelle Samy, oui. Ouais. Et j'ai une sœur qui s'appelle Louise. Tout ouais. à fait. Qui ont 18 et 14 ans. Voilà, et qui sont à Grenoble. Alors c'est qu'ici on est à Charenton, vous marchez sur les traces de quelqu'un que vous aimez bien qui s'appelle Joseph Skovanec. Je sais, c'est son fief ici. Il est natif de Charenton-le-Pont, 2 décembre 81. Je m'en souviens très bien. Il est né, et il vous le dira mieux que moi, mais il est le conscrit parfait de Britney Spears, qui est né aussi le 2 décembre 81. Et oui, donc, mais j'adore Joseph Skovanec et j'en parle des fois, même s'il a vraiment du mal à gérer sa boîte mail. Il me l'a stipulé plein de fois, mais c'est vrai qu'il est déjà venu à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue, et pour parler de l'autisme. Et donc, c'est quelqu'un avec lequel j'ai pu converser. Et des fois, il m'envoie des petits messages et c'est sympathique. Ouais, donc... Vous deviez faire il y avait un projet de conférence à Charenton. Il y avait un projet de conférence en avril, mais qui a totalement été annulé à cause du coronavirus. Ouais. Donc ce n'est que partie remise et j'attends l'invitation avec impatience parce que ça permettra de nous confronter bien sûr et puis en toute amitié parce qu'on s'entend bien et de parler d'un sujet qui nous unit tous les deux, qui est l'autisme en règle générale. Donc oui, j'attends vraiment ça. Et vous expliquez que finalement Joseph vous a appris à utiliser les mots justes pour parler d'autisme. Ah mais Joseph, c'est le premier à utiliser les mots justes et à très bien expliquer l'autisme. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une personne autisme, mais une personne avec autisme, par exemple, tellement d'autres choses. En tant que docteur de philosophie, il parle avec justement une philosophie de la vie qui est très intéressante, très importante, et sa voix compte parmi tant d'autres dans le sujet qui nous intéresse, l'autisme. Donc oui. Et moi, j'aimerais aussi contribuer par mon action à ajouter ma petite pierre à l'édifice de la sensibilisation à l'autisme, et pourquoi pas faire des actions en commun avec Joseph et Daniel aussi, d'ailleurs, qui habite à Paris, mais que je n'ai jamais encore rencontré. Je parle bien évidemment de Daniel Tammet, si les gens ne savent pas de qui je parle. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit pour être précis et pour être juste, si on veut utiliser les mots justes ? Si on dit évidemment, beaucoup de gens vont dire autiste, et ils vont dire trouble du spectre autistique, trouble envahissant du développement, mais c'est vrai que dire personne autiste, c'est un peu réducteur, ça signifie en quelque sorte qu'on est uniquement et seulement autiste, alors qu'avec autisme, c'est une partie de nous-mêmes, mais pas la totalité, pas la globalité. C'est intrinsèque à nous, mais on peut aller au-delà même de l'autisme. C'est-à-dire, autisme, ça nous rattache tellement directement à l'autisme, ça fait qu'on n'est que ça, uniquement ça, mais il y a autre chose avec. On est avec autisme, certes, mais il y a tellement d'autres facettes aussi de notre personnalité que le réduire à l'autisme. Vous pensez à quoi, Paul, sur les autres facettes de votre personnalité ? Une personnalité, on va dire, pas réductrice à l'autisme, mais une personnalité ouverte, qui sait blaguer, qui sait rigoler, qui sait se dépasser, qui sait être devant les médias pour en parler. Des choses que quand on dit personne autiste, ce qui fait un peu réducteur et un peu cliché, ça nous met pas nécessairement à notre avantage. On dit comme ça. Mais avec des explications, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Mais vous pouvez compter sur nous pour en parler du mieux qu'on peut. Et pour expliquer effectivement à ceux qui ne sont pas autistes, comment est-ce que vous appelez les personnes qui ne sont pas autistes ? Les neurotypiques. Les neurotypiques. Voilà, c'est ça. Vous vivez au niveau des neurotypiques. Voilà. Et ça, c'est un mot que j'ai appris. Ouais, j'ai appris ça aussi. J'ai vu dans la vidéo, je me suis dit, bon, après, je vais c'est un terme question. purement psychanalytique, c'est-à-dire que c'est pas un terme qu'on emploie dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'en tant qu'autiste, en tant que neuroatypique, justement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des neurotypiques, ceux qui sont, on va dire, autonormés, qui sont dans la norme sociétale qui est tacitement établie, donc c'est pas nécessairement la logique même qui doit primer, et c'est pas cette norme-là qu'on essaie de remettre en cause parce qu'il y a des fondements qui sont injustes et qui sont illogiques, justement. Et j'en parle aussi sur d'autres chaînes, et c'est ça vraiment qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme définition au mot normalité, vous ? C'est quoi votre définition du mot normalité ? La définition du mot normalité. Alors chacun, évidemment... Mais pour vous, Paul, hein ? Oui, chacun a sa définition du mot normalité, mais si moi je devais donner une définition du mot normalité,
ça serait justement qui en fait, c'est vrai que c'est pas une question évidente, mais c'est vrai que quand on voit la norme des gens, c'est vrai que c'est difficile à établir. C'est-à-dire une normalité qui serait plurielle, on va dire. Et que les gens accepteraient qu'il n'y aurait pas une seule et même normalité, que les gens se disent pas c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Voilà. Finalement, tout le monde est normal pour lui, c'est ça ? Oui, tout le monde se dit normal, tout le monde dit ce que je fais pour moi, ça va de soi, ça doit pas être autrement. On essaie d'agir avec justesse, mais il y a toujours des choses qui font que c'est difficile de se dire vis-à-vis de l'autre que c'est normal, quoi. Et c'est pour ça, c'est vraiment une définition qui à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a de multiples définitions à la normalité. Et c'est vrai que moi en tant que personne qui remet en cause la normalité de la société neurotypique, c'est vrai que il y en a beaucoup qui comprendraient pas que par exemple dans le choix des mots, dans le choix des expressions, dans le choix des comportements, des attitudes, dans le choix de plein de choses, de plein d'éléments différents qui fait que les relations entre humains sont apaisants, bien. Le simple fait qu'on pense que mentir c'est normal, non, ça ne l'est pas. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est normal, qu'il faut cacher des choses, qu'il faut... Vous par exemple, Paul, sur le mensonge, vous n'avez jamais menti. Non, je supporte pas le mensonge et pour moi c'est pas normal de mentir. Après, vous voyez, il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut mentir, sinon c'est invivable, il faut user de mensonges, sinon après les relations sont tendues et sont explosives. Mais pour moi, je pense que le fait de mentir, ça t'embourbe dans quelque chose qui ne te permet pas après de sortir de ce mensonge-là. Si tu dis la vérité dès le début, t'auras pas de toute façon, tu seras obligé de dire la vérité. Et si tu commences par t'embourber dans le mensonge, tu auras d'autant plus du mal de t'en sortir et de dire la vérité. Au moins, si tu poses les fondements même de cette vérité-là, eh ben, tu es plus à même, certes, si la réaction en face va pas être celle que tu attends, mais au moins tu n'auras eu aucun remords à mentir, à dissimuler et après à redire cette vérité-là. Tu l'auras dit dès le début et c'est ça qui compte. Que tu sois bien dans tes baskets et que tu aies toutes les clés en main dans ta vie, que tu sois en accord avec toi-même et que tu dis j'ai fait ça et je suis content d'avoir fait ça, c'est comme ça que tout le monde devrait le faire. Après évidemment, comme je l'ai dit, on revient à cette définition de la normalité qui est plurielle et qui est surtout personnelle, parce que beaucoup de personnes ont leur propre définition de ce qui est normal. Alors nous le matin entre 9h et 10h, AVS, on est d'accord, ça veut dire à votre santé. Ça peut vouloir dire parfois à votre service. Pour vous, Paul, AVS, c'est autre chose ? Oui, pour moi c'est autre chose, c'est aide de vie scolaire. J'en ai eu une en terminale qui s'appelait Virginie et c'est vrai qu'elle m'a énormément aidé pour réussir mon année et pour avoir le bac dans les meilleures dispositions. C'est vrai qu'entre fatigue, stress, dépression, c'était pas le top pour obtenir son baccalauréat. C'est vrai que j'avais des points de retard en plus au lycée, en première, et j'aurais vraiment dû en prendre une dès le début. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'idée lumineuse de se dire il faut que j'en ai une comme début. Et c'est fait que j'ai raté mon année de première et que j'étais à 0 pointé, on va dire. En quoi elle vous a aidé ? Elle m'a aidé, c'est quand j'étais fatigué ou que je suivais plus, elle était là, elle était en cours, elle suivait, elle prenait des notes, elle écrivait à ma place, elle me disait Paul, concentre-toi. Et quand je commençais à partir un peu ailleurs, elle attirait mon attention sur le plus important qui était de suivre les cours et de les prendre en fait. Et d'écouter ce que la professeure a à dire et non de bavarder, parce que des fois il m'arrivait de bavarder et de faire l'intéressant. Vous dites faire le foufou. Oui, c'est ça, faire l'intéressant, faire le pitre, faire le rigolo, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà, c'est ça. Là, c'est quoi ? Ça veut dire vous divertissez l'assemblée. Ouais. En fait, c'est comme j'ai été très souvent mis sur le rebord, c'est-à-dire j'étais en dehors des gens, en dehors de la société, on va dire. J'étais pas dans un groupe social défini et je n'arrivais pas à m'intégrer. Je disais des blagues, je faisais rire, je faisais l'idiot un peu pour attirer l'attention et pour me faire intégrer aux autres. Et c'est vrai que ça a marché parce que j'étais le petit rigolo de la classe et tout le monde voulait être avec moi en cours pour un peu en profiter pour passer du bon temps, c'est-à-dire pas uniquement suivre mais rigoler quoi. Voilà, surtout en cours d'anglais quand je mettais des YouTube poop. Des YouTube poop ? Ouais, c'est des vidéos qui sont reprises avec des
je sais pas, des mots un peu gros, c'est vrai, des fois grossiers, insultants, sexuels, j'en sais rien, Parce que poop, ça veut dire des choses en anglais c'est ça, déjà. c'est pour ça que je... Oui, c'est exactement C'est ça. ça. Et je mettais ça à fond en cours d'anglais quand j'étais sur l'ordi et ça faisait... C'est caca en anglais. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ouais, ça faisait rire tout le monde. En fait, par exemple, on reprend des bêtises. On reprend des vidéos, par exemple, de C'est pas sorcier ou d'émissions télé et on remplace les mots par d'autres. Par exemple, il y en a une qui vient de sortir avec Emmanuel Macron qui fait son allocution et il remplace des mots par des conneries. Par exemple, je sais pas, il y a des exemples, au lieu de dire prenez votre masque, où il va dire je vais te prendre et y mettre un prénom après Catherine. Enfin, ça a des connotations un peu sexuelles, un peu limite, quoi, des fois. Mais ça fait tellement rire les gens, moi aussi. On va pas dire en particulier, mais aussi. Ouais. Et moi, ce qui m'importait, c'est de faire rire par n'importe quelle manière. Et c'est vrai qu'en faisant ça, je dépassais les bornes généralement. Mais ça faisait tellement rire qu'on en oubliait presque que c'était pas autorisé. Voilà. Alors, vous avez été diagnostiqué très tard. Là, vous pouvez rire. Vous avez 16 ans. Alors, très tard, 16 ans, pour un diagnostic d'autisme, on peut dire que je suis quasiment dans la moyenne. C'est pas tôt. Mais c'est pas tard non plus, il y a des gens à 27, 30 ans, 35 qui sont toujours pas diagnostiqués et c'est vrai qu'à 16 ans, on pourrait penser que c'est tard parce qu'on a tellement on est tellement allé voir des professionnels de santé, vous avez vu beaucoup de c'est pas comme si vous n'aviez pas vu des professionnels de santé, vous en avez vu depuis le début. Depuis que j'ai 3 ans, on sollicite beaucoup de professionnels de santé, des pédopsychiatres, des psychologues, des neurologues et j'en passe des vertes et des pas mûres et c'est vrai que jamais on a eu la prétention ou l'esprit pour me dire la présence d'esprit, voilà, c'est ça que je cherchais, pour me dire votre fils a peut-être un syndrome autistique et tout ça. Jamais. Il y en a qui me disaient que j'avais rien, il y en a qui me disaient que j'étais névrosé, psychotique, schizophrène, donc j'en sais rien, plein de choses différentes. HP, vous avez fait les au tests potentiel aussi, ouais. Une douance intellectuelle, mais jamais l'autisme Asperger est venu sur le bord. C'est votre grand-mère qui est la première. En 2015, à 16 ans, ma grand-mère, hein. elle voit une émission de télé sur la santé avec un professeur à Marseille spécialiste du syndrome d'Asperger qui s'appelle David Da Fonseca, qui parlait justement de ce syndrome. Et ma grand-mère appelle ma mère en disant faut que tu regardes cette vidéo-là, ça ressemble un peu à Paul, tu m'en diras des nouvelles. Et du coup, on est allé voir et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup. Donc du coup, le CMP nous a délégué pour aller voir le CRA, Centre de ressources autisme. On a fait des tests un peu poussés. Ouais. Et le diagnostic est tombé quelques jours après, le 22 juin 2015, en disant que je suis bel et bien autiste Asperger et que c'est indéniable au vu des résultats des tests. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour vos parents de mettre un mot sur ce que vous avez ? Déjà, à force de chercher, d'être dans le noir, dans le brouillard, dans le flou, on a commencé à perdre patience et à être un peu déprimés tous parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose mais on savait pas quoi, et ça a été une délivrance, un soulagement enfin de mettre un nom sur ce que j'avais. Ça nous permettait d'avancer, d'avoir les termes exacts, justes, et de pouvoir se comporter, me mettre dans les meilleures dispositions sociales, éducatives, scolaires pour que je réussisse dans la vie et pour que j'ai de meilleures dispositions avec les autres et que comme ça je suis à même moi d'en parler et de définir ce que c'est et d'expliquer les critères, les caractéristiques du syndrome. Et vous avez fait des recherches, hein, Paul? Bien sûr, j'ai fait des recherches sur le syndrome d'Asperger. Oui, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des reportages, j'ai vu plein de choses, des témoignages aussi assez poignants des fois. Et ça m'a mis sur la piste de ce que c'était. Et c'est avec toutes ces choses que j'ai pu lire, voir et interpréter à ma façon que j'ai cette définition bien arrêtée de ce qu'est la différence. Et en l'occurrence, je suis à même d'en expliquer les fondements et ce que c'est réellement et comment ça se caractérise, se manifeste dans la vie de tous les jours, quoi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est pour tous ceux qui nous écoutent? Pour ceux qui vous écoutent, on va dire ça de manière assez précise, mais en même temps pour pas que ça soit abscon, on va dire. Déjà, je commence mal. Ça vaut des points. Hein. Ça vaut des points au Scrabble. Ouais. Alors, non, mais pour pas que ça soit un peu nébuleux, qu'ils comprennent pas très bien de quoi je parle, c'est un trouble envahissant du développement. C'est un autisme dit léger qui ne
touche pas les capacités cognitives. Et c'est vrai que dans le spectre de l'autisme, il y a l'autisme de Kanner qui est un peu plus sévère, qui tend vers l'autisme Asperger qui est un peu plus léger, un peu plus soft, même si ça reste de l'autisme et que les critères caractéristiques définis par Tony Attwood, qui est quand même un expert Asperger canadien, qui explique que les 5 critères évidemment fondamentaux, les 5 critères fondamentaux de l'autisme sont propres à toutes les formes d'autisme, et que on n'est jamais arrêté dans une seule forme d'autisme. Il peut y avoir des évolutions qui s'opèrent, c'est-à-dire quand on voit une personne qui peut être Kanner et qu'elle est bien entourée et qu'elle s'émancipe et qu'elle comprend, qu'elle s'émancipe et qu'elle arrive à vivre au milieu des autres et à s'exprimer, elle tendrait plus vers Asperger, ou inversement quand l'Asperger manque de confiance en lui ou qu'il est dépressif ou qu'il est violent, il tendrait vers un syndrome plus de Kanner. Évidemment, j'ai pas dit tout ce qui serait susceptible j'ai pas dit tout ce qui serait susceptible de comprendre en intégralité les syndromes de l'autisme, parce que je peux pas être exhaustif sur un sujet aussi vaste et aussi infini que les troubles neurologiques, en particulier l'autisme. Mais en tout cas, j'essaie d'expliquer tant bien que mal ce que c'est, parce qu'il y a même des parents d'autistes qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce qu'ont leur enfant, et des professionnels de santé, c'est ça qui est plus aberrant, qui ne savent pas non plus ce qu'est le syndrome d'Asperger. Parce que vous avez été diagnostiqué un problème il y a 5 ans. Ouais, c'est-à-dire que c'était pas il y a 100 ans, on était très loin de Bruno Bettelheim, qui a été le premier spécialiste de l'autisme. Bruno Bettelheim, même avant Bruno Bettelheim, il y avait Eugène Bleuler qui avait déjà donné une définition de ce qu'était la schizophrénie et l'autisme. Ensuite, il y a eu Hans Asperger et Léo Kanner, donc les 2 personnalités phares après Eugène Bleuler et Bettelheim de ces troubles neurologiques. Et ensuite, il y a eu Lorna Ming, il me semble que c'est ça son nom, si je dis pas de bêtises, Lorna Ming, qui en 81 a donné une définition claire et nette de ce qu'est le syndrome d'Asperger à partir des travaux d'Hans Asperger, parce que depuis 1944, on avait un peu oublié ce qu'il avait vraiment écrit, fait. On a remis ses travaux au goût du jour. Voilà, c'était au début des années 80. Et donc du coup, depuis cet instant-là, on essaie tant bien que mal de donner une définition aussi exacte que possible, parce que c'est toujours quelque chose d'assez pointilleux, d'assez... il faut vraiment prendre des pincettes avec ça, c'est assez précis. Et c'est aussi pluriel, parce qu'il y a différentes formes d'autisme, et d'un autisme à l'autre, on est différent, mais on est regroupé sous la même bannière de l'autisme, avec des caractéristiques qui nous sont propres, des critères qui nous sont propres. Voilà. Vous diriez qu'on essaie de normer l'autisme ? Normer, c'est-à-dire justement, comme on normalise pas tellement l'autisme, vu qu'on n'est pas dans la norme en fait. Non, mais en fait, ce que ma question c'est de dire, dans l'autisme, est-ce que on arrive aujourd'hui à faire des différences, parce que moi j'ai travaillé aussi avec des personnes autistes et en fait c'était très compliqué de donner d'expliquer pourquoi un tel était plus comme ça ou mais comme c'est ça. Compliqué pour tout le monde, même pour les autistes même, c'est difficile d'expliquer. Il y en a qui me reprennent en disant mais c'est pas exhaustif, c'est un peu maladroit. Je lui dis tu fais pas mieux que moi, mais c'est très chère dame. Mais en tout cas j'essaie tant bien que mal de donner une explication intéressante à comment l'autisme se manifeste sous des formes plurielles, parce que évidemment c'est on va dire un multi-autisme. Voilà, vous par exemple, vous avez très très bonne mémoire. Oui. Mais tous les autistes ne sont pas comme moi. Voilà, moi, les gens, il y a certaines personnes, et rares sont celles qui m'en veuillent naturellement, mais il y en a qui, parce que je serais potentiellement, je ne le dis pas moi, mais je serais potentiellement un autiste de haut niveau, un autiste savant qui sait tout, quoi, un sage savant, on va dire, et j'aime pas qu'on me traite comme ça, mais bon, c'est les gens qui pensent comme ça, c'est ils sont libres de leur choix, même si c'est faux, et en tout cas, pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que il y a ces gens qui, on va dire, à moi-même, on va dire que je trouve plus le terme. En fait, vous ne représentez pas tous les autistes. Non, mais pas du tout. J'ai pas la prétention d'être un porte-parole de l'autisme et de représenter les autistes, pardon. Mais ce que je veux dire simplement et purement, c'est que c'est pas parce que les gens pensent que je suis un autiste savant ou un autiste de haut niveau comme ils veulent
que j'ai pas le droit de parler de l'autisme en règle générale. J'ai ce recul sur moi-même pour essayer de comprendre différentes formes d'autisme et essayer de donner les clés adéquates pour qu'ils essaient de comprendre un peu mieux, donner de l'espoir. Et vis-à-vis du livre aussi que j'ai écrit, ça aide beaucoup de personnes et j'ai des retours plus que positifs. Ouais. C'est une satisfaction personnelle, naturellement, de pouvoir les aider. Et les gens s'il y a des gens, rares sont ceux qui sont mécontents, mais s'ils sont mécontents, je suis désolé, ils vont se faire voir parce que je fais au mieux, je peux pas mieux faire. Et les gens, je pense qu'il y en a plein qui feraient pas mieux que moi. Donc, mais c'est ça, en fait, la franchise, quand vous dites que vous pouvez pas mentir, c'est qu'en fait, vous dites ce que vous pensez tout le temps. Vous êtes aujourd'hui, on dirait sans filtre. Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais j'en profite pour aller à la radio pour dire que ceux qui sont mécontents de la manière dont je parle de l'autisme, ils vont se faire voir parce que j'essaie tant bien que mal de parler de toutes les formes d'autisme. Et même si moi, j'ai eu une forme parmi tant d'autres, mais il faut bien qu'un autiste, parmi tout le spectre, essaie de parler de manière honnête, sincère et qui prend du recul sur lui-même pour parler de la globalité, de la sphère globale de l'autisme. Et c'est ce que j'essaie de faire, tant bien que mal, parce que c'est un sujet très compliqué où même les spécialistes ils divergent sur sens. Ils sont, comme on dirait, je cherche le terme, ils sont partagés. Voilà, ils sont partagés sur la réalité du phénomène. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, on parle des Asperger aujourd'hui. Alors on dit aussi AS, c'est ça le terme pour les Asperger, on dit comment Asperger. J'ai vu les Aspergis, vous dites dans les Aspi. Voilà, c'est ça que vous cherchiez, les Aspi, d'accord. Je pensais que vous cherchiez un terme plus générique aussi. Non, les Aspi. Ouais. C'est un petit surnom qu'on se donne. Voilà. Avec Paul Ecalette, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre premier livre. Voilà, ça s'appelle Ma 153e victoire. Votre premier livre, parce que vous voulez en écrire d'autres. D'ailleurs, vous faire j'aimerais bien des bios, Oui, j'aimerais bien en écrire d'autres, pas nécessairement sur moi, pas nécessairement sur l'autisme, mais comme moi qui adore la littérature et l'histoire, j'aimerais aussi faire des livres de vulgarisation historique et littéraire, donc, ou philosophique même, parce que j'adore la philosophie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'en parle assez dans mon livre. C'est quelque chose qui régit ma vie un peu, la philo. La philo ? Ouais. Vous avez eu combien au bac ? J'ai eu le strict minimum, la moyenne. Mais en philo, hein ? Ouais, en philo. Mais c'est pas parce qu'on a eu la moyenne en philo qu'on n'est pas philosophe. Voilà. Et puis il faut dire que actuellement il y a des philosophes qui eux-mêmes le disent. Actuellement, il y a des professeurs de philosophie, mais pas des philosophes. C'est ça toute la subtilité du terme. Bien, alors on a vu la date de naissance de Britney Spears tout à l'heure. Qui est né le 2 novembre 1960 1981. Non, mais ça c'est une question que je vous pose. Ah pardon. Qui est né le 2 novembre 1960 Le 2 novembre 1960. 1960. Tiens, à Toulouse. Je donne un indice. Oui, Jean-Luc Reichmann, oui. Ah, j'ai eu un bug sur le moment, oui. Le jour, la fête des défunts, oui. On a fait son anniversaire il y a pas longtemps d'ailleurs. Vous dites que c'est un mec normal finalement à la télévision. Oui, bien sûr. Après, lui, sur la télévision, il faut toujours une facette qui soit celle de la personnalité décontractée, rigolote, qui s'amuse et qui est bonne avec les autres candidats. Mais en dehors du plateau, c'est une personne tout aussi généreuse, intelligente et intéressante. C'est vrai que des fois, comme beaucoup de gens, il pique des crises et il est un peu autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, avec moi, je parle uniquement de moi-même. Et oui, c'est mon petit côté égoïste. Je parle uniquement de moi-même. Il est super sympa à l'écoute, chaleureux, accueillant. À chaque fois que je viens, il est super content de me voir. Donc oui. Question histoire de l'Algérie. On y va. Comment appelle-t-on l'insurrection de 1871 en Algérie ? Le pouce d'Alger. Non, parce que dans votre livre, 1871, on est d'accord, c'est la commune de Paris. 1871. Mais en Algérie, 1871, c'est l'insurrection de quoi ? 1871. L'insurrection d'Alger, j'en sais rien. Non, de Mokrani. Voilà, dis donc, voilà. Vous avez toute l'histoire de l'Algérie. Moi, non, j'ai pas toute l'histoire. Mais il y a des périodes de l'Algérie où j'ai pas tout. C'est l'insurrection contre le colon français, je suppose. Voilà. Ouais, Mokrani, d'accord. Je m'en souviendrai. En Kabylie. Ouais. C'est très. Je m'en serais douté que c'était en Kabylie, mais Mokrani, non. J'avais pas le terme. Merci. Voilà. On apprend toujours. Le Bacha de Mokrani. Le Pacha, voilà. Le Bacha, on dit. Le Bacha ou le Pacha ? Bacha. Parce qu'en plus, à Alger, c'est un dé d'Alger, donc
c'est les Ottomans, donc faut faire attention. Exactement. Voilà. Et en plus, il s'est fait souffleter par les Français lors de sa visite. C'est ça qui a mis le feu aux poudres et Abdelkader, il a décidé, on y va, on va défoncer les Français. Et puis les Français, ils ont voulu y aller avec Bugeaud et Saint-Arnaud et ils ont mis le feu aux poudres et ils ont massacré des centaines d'Algériens et c'était une catastrophe. Et moi, c'est vrai que je n'encourage aucunement la France à faire ça. Et dans l'histoire... On parle de génocide, d'ailleurs. Oui, mais justement, moi, dans l'histoire, je suis là pour ne pas donner raison au pays qui m'accueille et qui m'a donné ma chance, mais je suis là pour être le plus honnête possible, même dans le domaine historique. Et c'est vrai que je suis pour Abdelkader. Sur ce coup-là, je suis pour Abdelkader. Moi, la colonisation, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. C'est une histoire assez incroyable, assez grande, mais c'est vrai que au grand jamais, je n'aurais autorisé la colonisation. Et c'est vrai que ceux qui... ça a pu être le cas en Libye, ça peut être le cas au Maroc, ça peut être le cas en Algérie ou même en Afrique noire, des révolutions, des rébellions contre l'occupant et qui sont totalement justifiées. Ouais. Donc, on parlait des émotions avec Patrick. Vous parliez vous dites que vous êtes égoïste, mais au niveau des émotions, comment... Non mais égoïste parce que je parle de relation moi Jean-Luc parce qu'il faut que je parle aussi de mon point de vue. Mais est-ce que du coup au niveau des émotions c'est parce que c'est l'image qu'on a des personnes autistes. Est-ce que vous avez... Alors c'est une image très largement erronée, on va dire. C'est oui, ma question. Ce sont des personnes très sensibles qui ont des émotions, des sentiments. Est-ce qu'ils ressentent les émotions? Bien sûr qu'ils les ressentent. S'ils en ont, ils les ressentent aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous énervez pas. Mais je m'énerve pas, voyons. Mais je m'énerve pas. Vous êtes tellement aimable, je ne m'énerve pas contre vous, voyons. Non, c'est que en tant qu'être humain, je pense que l'émotion fait partie intégrante de l'humanité. D'accord. Je pense que personne n'est dépourvu d'émotion. Alors en fait, je vais préciser ma question. Oui, d'accord. Émotion, ex movere, se mettre en mouvement. Oui. Donc est-ce que ils arrivent à en faire quelque chose? Oui. Est-ce qu'ils arrivent à l'exprimer? Oui, ils expriment leurs émotions, ils essaient de s'exprimer quand ils ne vont pas bien, quand ils pensent que tout s'écroule, quand ils se sentent mal, quand ils ont envie que ça change, quand ils sont hyper heureux, quand ils sont contents. Je prends le contre-pied, quand ils sont super contents, quand ils sont heureux, ils s'expriment. Ils peuvent crier, ils peuvent parler, ils peuvent sauter de joie, ils peuvent faire des câlins même, ils peuvent être tactiles. Et c'est faux de dire qu'ils n'expriment aucune émotion. Mais c'est vrai que énormément de fois, on intériorise les émotions également. Ça va être ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on interprète ça alors? Oui, qu'on interprète cette intériorisation. En fait, peut-être que parce que les gens, quand ils ont affaire à des autistes, justement, intériorisent beaucoup les émotions et ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas. Mais c'est faux. Ils intériorisent, mais aussi ils les extériorisent. Et ceux qui disent ça n'ont peut-être pas dû les voir à l'œuvre quand ils ont extériorisé leurs émotions. Parce que c'est vrai que moi, des fois, je prends mon exemple parce que c'est moi qui parle, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, que ça soit des Canner ou des Asperger d'ailleurs. Ils peuvent, comme je l'ai dit, sauter de joie, crier, parler fort, complimenter. Mais ça se voit, ça se ressent. Ils sont dans la joie, la jovialité, la bonne humeur. Et c'est peut-être pas la meilleure manière pour les neurotypiques de montrer sa joie ou son contentement. Et d'un autre côté, exprimer des émotions, des sentiments qui peuvent être négatifs sur le premier abord, crier, s'énerver, se taper la tête contre les murs quand on se sent vraiment mal. Et je parle pas pour tous les autistes, mais pour quand même beaucoup, parce qu'il en est arrivé qu'il y ait énormément d'autistes qui fassent ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est soi-même une extériorisation des émotions et des sentiments. Donc, mais les gens ne l'interprètent pas comme tel. Donc c'est l'interprétation que les gens font, tout à fait, qui induit à cette conclusion. Il faut savoir que ça soit négatif ou positif, faut observer, faut écouter les gens avec autisme et vous apercevrez tôt ou tard qu'ils extériorisent beaucoup quand même quand ils vont pas bien ou quand ils vont bien.
c'est vraiment quelque chose d'important. Et les gens ne l'interprètent pas de la même manière parce qu'ils ont eux-mêmes pas la même façon d'extérioriser leurs émotions. D'exprimer les émotions. D'exprimer en quelque sorte les émotions et d'intérioriser les émotions. Et c'est ça qui fait que neurotypisme et neuroatypisme se fightent un peu parce que les gens qui ne sont pas forcément au courant de comment se déroulent, comment se déballent en quelque sorte les émotions d'autisme, ils se disent mais il a aucune émotion, il réagit pas. Mais il y a beaucoup d'intériorisation certes, mais il y a aussi de l'extériorisation et ils doivent apprendre à savoir qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui n'en est pas. Et en plus, moi je rajouterais que ce qui est encore plus dérangeant, je pense, c'est que même les neurotypiques, ils vont extérioriser leurs émotions de telle ou telle manière parce qu'on leur a dit comme ça. Mais il y a d'autres personnes, en fait. C'est pas de la même manière, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que ce que vous exprimez pour les autistes, c'est pareil pour les neurotypiques. C'est-à-dire que moi c'est mon métier d'observer également, les émotions, c'est aussi très difficile en vérité pour tout le monde en fait. Et on essaie de nous mettre dans des cases et ces cases-là, tout le monde essaie d'en sortir. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis les gens pourraient penser qu'avoir un diagnostic, c'est être dans une case. Mais ils ont en partie raison. Mais on va se dire qu'on n'est déjà pas dans une petite case, mais on est déjà dans une case assez grande. Et ça nous permet de nous situer aussi et de savoir comment avancer, c'est un point de départ. Et comment voir comment ça se manifeste, voir comment on peut avancer avec les autres, comment les autres peuvent faire des recherches là-dessus, comment nous, on est à même de nous comporter en expliquant ce que c'est réellement et comment ça se manifeste, et c'est le plus important. Et oui, peut-être on part d'une grosse case qui est l'autisme, mais c'est une case nécessaire. Et quand on parle de cases, c'est de petites cases. C'est-à-dire, oui, mais dans l'autisme, c'est ça et pas autrement. Non, parce qu'il y a une évolution dans cette grosse case qui s'opère. Voilà, c'est tout. Paul, vous voulez toujours vivre dans une forêt ? Oui, ça me dirait bien. Par contre, faudrait pas que je me flingue de désespoir. Faudrait qu'il y ait... Pas en ermite, c'est ça que ça veut dire. Ouais, là, l'ermitage, la thébaïde, ça va être compliqué, mais on va essayer de trouver des gens qui partagent notre érémitisme, on va dire entre guillemets, qui partagent notre envie d'être reculé, de pas vivre dans cette société-là, de lui rendre visite quelquefois, mais de vivre dans sa bulle, parce que c'est aussi agréable de vivre selon son propre mode de vie et ses envies, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est moi, la forêt, le lien avec la nature, c'est un privilège incroyable que beaucoup de gens négligent, et moi ça m'intéresse beaucoup. Moi qui est protecteur de l'environnement, moi qui suis à fond pour la sensibilisation contre le réchauffement climatique, pour le climat, pour la protection animale et végétale, contre la déforestation, contre le braconnage, voilà. Et quand je vois des associations comme Sea Shepherd, comme Greenpeace ou WWF, j'ai qu'une envie, c'est d'aller avec eux, poursuivre le combat, quoi. Donc, voilà. Mais WWF, d'ailleurs, que je souscris déjà, et je suis aussi un membre de WWF, donc ça, c'est déjà un bon début, mais j'aimerais poursuivre. Voilà. Donc s'il y a des gens qui font partie de ces associations qui m'entendent, sachez que je ferai mon possible pour venir avec vous. Bien, porte-voix. Qu'est-ce qui vous manque comme carte des Pokémon, si vous voulez? Il y a peut-être des auditeurs qui peuvent vous aider. Donc, non, je me débrouille pour les dégoter moi-même. Ça va. Il vous en manque encore un peu? Oh, bien sûr qu'il m'en manque, ouais. Parce qu'il y a différentes, il y a version diamant et perle, il y a d'autres versions encore que je ne saurais dire et expliquer de manière globale. Mais oui, c'est des cartes Pokémon, j'adore ça et c'est vrai que j'ai fait une collection quand j'étais jeune et des fois ça me reprend la nostalgie, j'ai envie d'en acheter encore un peu. Ça, vous dites que c'était quelque chose qu'on peut expliquer et qui illustre bien ce que c'est d'être un autiste, c'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Il y a des intérêts spécifiques, des intérêts restreints, des intérêts qui prennent toute notre énergie et notre temps et on adore le faire. Et c'est vrai que moi, par exemple, lire, j'adore. Faire des listes de toutes sortes d'écrivains, explorateurs ou physiciens, j'adore. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'adore faire et qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie, mais ça me plaît vraiment de le faire. Et les gens, des fois, quand ils rentrent dans cette bulle-là et qu'ils nous dérangent, c'est vrai que ça nous fait pas immensément plaisir et qu'on devient un peu irritable. Ouais, on rentre dans la bulle. Voilà, c'est ça. Ah là là, on commence à la percer. Le monde réel nous revient comme une bouffée d'air et il faut repartir de l'avant, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de tous vos cadeaux et de l'argent que vous avez gagné, Paul? Alors, j'en ai beaucoup vendu. Ouais. J'en ai donné. Qu'est-ce que vous avez gardé, par exemple? Un tableau numérique avec des tableaux
J'ai gardé un fauteuil, Ouais. vintage, j'ai un vieux fauteuil. J'ai gardé beaucoup de bouquins. J'ai gardé une lampe de chevet. J'ai gardé une table. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on va vendre et qu'on cherche des acheteurs. On a toutes sortes de trucs. Il y a les petites annonces de Beurre FM, c'est 11h midi si vous voulez, vous nous appelez, on vend. 11h midi, bah Ouais. ouais, mais après il faut des gens de Grenoble surtout. Parce que... On a plein de gens de Grenoble. Bah ouais, bah moi évidemment. j'ai une table de jardin avec des chaises, j'ai des glacières, j'ai de l'électroménager à n'en plus finir. J'ai plein de choses. J'avais aussi des vélos et j'avais aussi une machine à popcorn que j'ai donnée. On va dire, selon leurs termes, je leur ai donné généreusement une machine à popcorn. C'était pour les pompiers parce que ma sœur, elle travaille dans les pompiers. D'accord. Louise. Enfin, ouais, ma petite sœur, elle est dans les apprentis pompiers, on va dire. Bon. Et les sous, vous avez fait quoi? Dans un compte en banque, j'y touche pas. Comme je le dis, je ne perds pas mes habitudes. J'ai acheté des livres avant. J'achète des livres actuellement et je les achèterai encore après. Si vraiment il y a un truc à payer qui sort de l'ordinaire, on verra sur le moment présent si vraiment j'en ai besoin. Voilà. Mais pour l'instant, vous l'avez pas dépensé. Non, quoi. pour l'instant j'en ai nul besoin, donc je le garde dans un coin, bien à l'abri, on va dire. Voilà. C'est la banque qui jubile, mais bon. Voilà. Allez, votre premier livre vient de sortir, ma 153e victoire, l'éditeur HarperCollins. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Paul. Merci à vous Philippe et vous aussi Patrick. Merci à vous, Paul. À bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM.